Hello everyone. Hello. Tonight we are going to be reading some French using this book, Histoire de l'art pour tous. It means history of art for all. And every page of this book is about a different art movement at a different time in history in a different part of the world. So I'm going to pick a few random pages from this book and read them to you so you can fall asleep. Okay? Let's get started. Un monde immense. Le monde asiatique est immense. Son unité géographique est relative. Les États qui le composent ont des histoires indépendantes ou quelquefois adverses. Les langues, les écritures sont distinctes. Mais les cultures qui ont éclos dans ce monde sont marquées par une convergence spirituelle réelle. Confucianisme et taoïsme. En Chine, les grands systèmes de pensée philosophiques et moraux sont apparus au VIe siècle avant notre ère, en un temps de guerre civile. Fondé par Maître Kong, Confucius, le confucianisme prône le respect des positions sociales, des âges et des rites. Influent dans la Chine des Han, il inspire le système de la bureaucratie impériale, faite de fonctionnaires recrutés par concours et connaissant parfaitement les 5 classiques, les textes fondamentaux du confucianisme. La civilisation chinoise lui doit son respect des traditions et des vieilles générations. Dû aux enseignements des Laozi, dont l'historicité est incertaine, le taoïsme, ou voie du Tao, le mot désignant le principe cosmique, cherche dans la solitude un équilibre entre les 2 pôles de la vie, le yin et le yang. Par la contemplation de la nature et par des pratiques méditatives comme la peinture et la poésie. Le védisme. Les systèmes de croyances de l'Inde sont apparus très anciennement, entre le 2e millénaire et le 6e siècle avant notre ère. Leur substrat est double, des croyances animistes et chtoniennes propres aux populations dites dravidiennes, les plus anciennes du subcontinent, et le védisme, système de pensée apporté par les Aryens venus d'Asie centrale à partir de 2000 avant l'ère chrétienne. Le védisme s'appuie sur des textes, les Védas, savoir, puis les Upanishads, d'abord transmis oralement. Il est fondé sur des rites assurés par les brahmanes, sur une organisation qui donne, plus tard, le système des castes et sur une langue dont est issu le sanskrit. Il s'appuie sur le principe de la réincarnation, samsara, qui impose aux vivants un cycle dont il faut sortir, voie de la salvation, et qui est contraint par la rétribution des actes, le karma qui pèse sur l'âme. Effet de profondeur, la perspective. La particularité de la peinture occidentale, au moins à partir de la Renaissance, est de chercher à donner l'illusion de la profondeur, alors que les pigments sont appliqués sur un support plat. À des époques antérieures, en Europe, des artistes avaient déjà cherché à créer cette impression de creusement. C'est le cas des peintres de Pompéi qu'on réunit sous le titre de 2e style. La peinture chinoise et la peinture japonaise classique, ou les miniatures persanes, par exemple, n'ignorent pas non plus l'art de suggérer l'espace. L'apport spécifique de la Renaissance. Mais il n'y a pas de précédent à la constance avec laquelle les artistes européens, à partir du XIVe et surtout du XVe siècle, cherchent à faire oublier que le plan est le support sur lequel ils travaillent. De façon tâtonnante d'abord, dans les ateliers du Trecento italien, puis dans ceux des peintres flamands du début du XVe siècle, un espace convaincant se met en place empiriquement, chaque artiste trouvant sa solution, et en jouant sur la convergence des lignes de fuite, le rapetissement des figures au loin, les couleurs et les contrastes. Vers 1435, l'Italien Leon Battista Alberti, architecte et premier théoricien de l'art en Occident,
dans son traité de la peinture, rédigé en latin pour plaire aux lettrés et en italien pour être lu par les artistes, compare un tableau à une fenêtre, c'est-à-dire propose aux artistes un projet d'imitation du réel fondé sur une profondeur apparente. Cette vocation et la passion pour les mathématiques qu'éprouvent des artistes comme Piero della Francesca déterminent au Quattrocento l'avènement de prouesses virtuoses, des perspectives urbaines parfaites dans l'entourage de Piero della Francesca, des représentations de corps en raccourci chez Paolo Uccello ou chez Andrea Mantegna. La sculpture, l'importance du relief. C'est sur les temples que se trouvent les plus beaux ensembles sculptés que nous a laissés la Grèce, et c'est sur les sarcophages qu'on admire les reliefs de Rome. Le décor du Parthénon. Œuvre conçue, sinon exécutée par l'artiste le plus fameux de l'Athènes du Ve siècle, Phidias, ce décor est aujourd'hui mutilé, en partie démantelé et dispersé. En 1803, alors que la Grèce était encore sous occupation ottomane, l'ambassadeur britannique Lord Elgin, à sa propre initiative et semble-t-il sans autorisation des autorités ottomanes, en fit prélever la plus grande partie, qui forme encore à présent un des clous des collections du British Museum de Londres. Tel fut, ou est le sort, souvent, des chefs-d'œuvre des nations qui, à un moment de leur histoire, n'ont pas la capacité économique ou politique de se défendre de tels actes de vandalisme. Le fronton est du monument portait la naissance d'Athéna, sortie tout armée de la tête de Zeus, et celui de l'ouest la dispute de Poséidon et d'Athéna pour la possession de l'Attique. Ces sculptures consistant en des rondes bosses associées pour former un groupe sculpté. Les 92 métopes de la frise extérieure représentaient des luttes. Dieu de l'Olympe contre géant à l'est, grec contre Amazone à l'ouest, Lapith contre Centaure au sud. Expressionnisme allemand. Alors qu'en France interviennent les révolutions de la couleur, fauvisme, puis de la forme, cubisme, en Allemagne, à Dresde, de très jeunes peintres, qu'intéresse à la suite de Van Gogh le pouvoir expressif de la couleur, créent l'association Die Brücke. Le nom que s'est choisi le groupe signifie le pont. Il traduit la volonté des artistes d'imaginer un art qui tende déjà vers l'avenir. Sauvagerie critique. Formé en 1905, Die Brücke partage avec les peintres fauves le goût des couleurs violentes. Les critiques contemporains qualifient d'ailleurs les artistes du groupe, les premiers temps, de bêtes sauvages. La palette, pour les peintres de Die Brücke, ne doit pas être imitative. Plutôt qu'à une réalité extérieure, les pigments renvoient à une réalité psychique, qui n'est plus comme dans le romantisme le moi intérieur, mais exprime, d'où le terme générique d'expressionnisme, la perception morale que l'artiste se fait du monde. Dans les toiles se révèle l'inquiétude ressentie face à une civilisation dont ces peintres ont conscience, comme nombre de leurs contemporains, que la folie l'envahit et qu'elle court à la guerre. Jusqu'en 1914, les toiles de Ludwig Meidner sont ainsi chargées d'une violence hallucinatoire particulière. Son élan est brisé net par l'expérience du front. Par leur colère face à la société de leur temps, les expressionnistes allemands se différencient des futuristes, mais aussi des avant-gardes françaises, dont les recherches formelles sont, au moins en apparence, beaucoup plus éloignées d'une critique de l'état du monde. Technique fruste. À partir de 1908-1909, les œuvres de Die Brücke, dissous en 1913, parviennent à une véritable singularité. Les artistes recourent à une technique délibérément fruste. À l'exemple de ce que Munch avait fait avant eux, ils réhabilitent la gravure sur bois, et quand ils peignent, ils laissent la toile apparaître par endroits. La matérialité du support et l'apparente maladresse de l'exécution font à leurs yeux gagner aux œuvres une puissance qu'un fini supérieur leur ferait perdre. La place du portrait. Dans une singulière et traditionnelle estimation de la dignité de l'art en fonction du sujet, le portrait tient une place particulière.
D'une certaine manière, on peut soutenir que l'art de représenter des personnes dans la littéralité de leur apparence est, avant l'âge de la photographie, une spécificité de l'Occident. Une prédilection en Europe? Sauf exception, en effet, l'art islamique, l'art juif, hostile à la représentation humaine pour des raisons religieuses, ignore cette pratique. La peinture chinoise s'intéresse peu à l'homme en général, moins encore à l'individu et surtout à son visage. Elle n'ignore pas complètement le portrait, qu'elle nomme peinture de genre, mais elle le pratique avec beaucoup de réserve. Dans les arts africains et océaniens, masques et statues d'ancêtres ne restituent pas non plus les traits de personnes réelles. L'objectif est plutôt d'affirmer la continuité et la force de cohérence d'un groupe grâce au respect d'un canon commun. Dans les civilisations précolombiennes, des sculptures de pierre quelquefois géantes et surtout des vases anthropomorphes, en particulier dans la culture des Moches au Pérou, reproduisent les traits caractérisés de personnages sans doute importants. Mais c'était essentiellement dans le bassin méditerranéen antique, puis après une très longue éclipse dans l'art de l'Occident moderne à partir de la Renaissance, que se développe un art abondant du portrait. Cet art, qui culmine entre le XVIe et le XIXe siècle, ne disparaît pas avec l'invention de la photographie. Il conserve le privilège d'une représentation en couleur, tant que la photographie demeure en noir et blanc. Et il persiste ensuite, durant tout le XXe siècle, aussi bien en peinture, en dessin ou en sculpture, imposant aux artistes un nouveau défi, celui de ne pas rechercher d'abord la ressemblance, puisque l'appareil photographique est le plus propre à saisir celle-ci, mais de donner l'intuition de l'état moral de la personne, de faire surgir un individu à travers, mais parfois au-delà, voire en dépit de, son aspect physique. Relief guerrier et dieu de la pluie. Les peuples précolombiens n'ont cessé de travailler la pierre, avec des outils eux-mêmes en pierre, en basalte principalement. Depuis l'époque des Olmèques, en Mésoamérique, et de Chavin, dans les Andes centrales, ils ont produit d'innombrables sculptures en bas-relief et en ronde bosse, ces dernières un peu moins nombreuses, mais tout aussi remarquables. Glyphes et autres reliefs. Parallèlement à leur fixation sur le papier des codex, les inscriptions glyphiques, autrement dit l'écriture, faite d'idéogrammes et de phonogrammes indiquant des syllabes, sont sculptées dans la pierre, tout spécialement dans les mondes mayas et aztèques. Textes et calendriers nous sont ainsi parvenus sur ce support que n'affecte pas le climat et qui a résisté à la haine iconoclaste. L'écriture, qui forme des blocs disposés en colonnes, et où abondent les motifs figuratifs, charme même celui qui ne peut la lire. Les spécialistes ne savent que depuis peu la déchiffrer. La pierre est taillée aussi pour représenter toutes sortes de motifs, des figures humaines, animales ou autres, des scènes entières, notamment de sacrifices ou de guerre. Les styles de relief sont divers, rigides ou souples, schématiques ou réalistes. Les techniques varient, depuis les tailles plus régulières jusqu'aux plus profondes. Atlante et dieu Toltec. Parmi les statues sculptées en ronde bosse, c'est-à-dire non attachées à un fond, celles des sites Toltec de Chichén Itzá et de Tula sont les plus remarquables. Dans le temple des guerriers se dressent des figures anthropomorphes, des Atlantes, représentations de combattants qui ont donné leur nom au temple, car il soutenait un plafond aujourd'hui disparu. Dans le même lieu se trouvent les chakmols, des figures masculines à demi couchées, un genou plié et le dos redressé, qui gardent parfois des traces de polychromie. Ces statues portent un récipient qui pouvait être destiné à recueillir des offrandes. Atlante et Chakmol se retrouvent à Tula, l'autre grande ville toltèque. On les considère soit comme des guerriers, soit comme des représentations du dieu de la pluie Tolatok.
La peinture, les vases grecs. Découvertes dans des tombes où elles constituent des offrandes et des urnes funéraires, ou près d'elles comme marqueurs de sépulture, les céramiques grecques sont conservées en grand nombre. Conjuguant anthropologie, psychologie et une approche érudite de la culture classique, l'historien Jean-Pierre Vernant a montré qu'on pouvait lire leurs peintures comme des représentations de l'altérité au sein de la société grecque. Entre hoplites, fantassins, et cavaliers, entre hommes et femmes, entre grecs et non-grecs, et plus généralement, il cherchait des indices sur les conceptions de la vie et surtout de la mort dans le monde hellénique. Encore faut-il savoir, au sein de la profusion des vases, distinguer les styles et surtout les époques. Géométrique ou figuratif. Si l'ornementation est géométrique, il y a de fortes chances que la pièce date des environs de 900. Si la géométrie se combine avec des motifs animaliers disposés en frise et toujours symboliques, oiseaux ou chevaux, psychopons, elle est postérieure à 850. Quand des silhouettes humaines géométrisées s'en mêlent, l'objet a dû être créé vers 750. Pendant toute cette période, dite précisément géométrique, le décor est proliférant, peu d'espace reste vierge. Place et caractère du décor. À partir du 7e siècle, l'ornementation tend à ne plus occuper toute la surface, décor couvrant, mais elle se concentre dans un secteur particulier, registre. Cette évolution est un fait acquis en Attique, région d'Athènes, entre 550 et 530. Elle se combine avec la représentation de scènes complexes, batailles navales ou terrestres, scènes funéraires, préparatifs nuptiaux. Plus tard, les scènes sont empruntées à la mythologie. Noir sur rouge, rouge sur noir. Au même moment, période archaïque, expérimentée à Corinthe, un mode décoratif se diffuse et culmine à Athènes, la figure noire. Les motifs sont peints en noir sur un fond qui demeure de la couleur rouge de l'argile, ou est peint en blanc. Après 550 ou 520, les couleurs s'inversent, les figures restent de la couleur de l'argile, figure rouge, et le fond est en noir. Cette disposition chromatique perdure au 5e siècle, mais l'ornementation se développe de nouveau sur toute la surface et le dessin se charge de détails et parfois d'affaîtries. La révolution réaliste. Produire une œuvre qui corresponde à l'époque dans laquelle il vit, au lieu de répéter les modèles élaborés par les maîtres du passé. Tel est le propos du fondateur du réalisme, Gustave Courbet, qu'on peut qualifier pour cette raison de premier des artistes modernes. Autoportrait. Du jeune Gustave Courbet, on pourrait dire qu'il fut un romantique bouleversé par la révélation de la photographie. Ses premières œuvres importantes sont des autoportraits pleins de suggestions narratives. 2 tableaux le représentent ainsi en désespéré. Un autre, longuement retravaillé, et dit L'homme blessé, est proche de l'autoportrait en noyer de Bayard, qui date de 1840. L'artiste se représente comme un héros meurtri, un suicidé de la société, comme le dira Antonin Artaud de Van Gogh, ou peut-être tout simplement un refusé de l'amour. Sujet moderne. En 1849, Courbet, qui habitait Paris, choisit de revenir à Ornans, sa ville natale. Les paysages et les habitants de la Franche-Comté lui fournissent ses sujets. Il peint des scènes qu'on pourrait dire intimistes, et en tout cas banales, en leur donnant à chaque fois des dimensions considérables. Son enterrement à Ornans en particulier fait scandale. Le sujet est peu plaisant, les modèles représentés sans souci d'idéalisation, et les dimensions de la toile, de nouveau considérables, sont celles qu'on réserve aux gestes héroïques de la peinture d'histoire. Par la suite, Courbet défie le jury du salon en exposant ses toiles refusées en marge de l'exposition officielle dans un pavillon bâti exprès. Mais aussi, il traite de sujets interdits, inspirés d'ailleurs quelquefois de photos pornographiques. Un nu féminin cadré sur le ventre et les cuisses ouvertes, l'origine du monde. Des femmes endormies, quelquefois nues et enlacées, dont la charge d'érotisme lesbien est intense.
David, la rigueur et la morale. Jacques-Louis David, 1748-1825, a servi pragmatiquement la monarchie d'Ancien Régime, la Révolution puis l'Empire, avant d'être forcé à l'exil sous la Restauration. Dessinateur impeccable, peintre aux compositions rigoureuses, il est placé par le destin au cœur des événements qui bouleversent alors l'Europe et utilise le modèle antique pour se faire l'historien et l'acteur d'un monde neuf. Modernisation de la peinture d'histoire. Les sujets dont traite David respectent la hiérarchie des genres. Si le peintre place dans ses tableaux quelques admirables morceaux de nature morte, il n'aborde jamais ce sujet en tant que tel, ni ne se consacre au paysage. C'est aux hommes et aux femmes qu'il s'intéresse. Admirable portraitiste des grands de son temps, Napoléon, mais aussi Lavoisier, il excelle dans la peinture d'histoire de grand format. Des sujets antiques sous l'Ancien Régime, dont il adapte, après 1789, l'interprétation à la situation. Il représente ainsi non la lutte des Romains et des Sabins, mais les femmes sabines, séparant leurs frères et leurs époux, au moment où Bonaparte cherche à rétablir la paix entre la France et l'Angleterre. Surtout, il tourne ses regards vers les événements de son temps, concevant une immense peinture, inachevée, pour célébrer le serment du jeu de paume, l'esquisse est à Versailles, ou commémorant avec le sacre de Napoléon Ier l'instauration de l'empereur. Nudité des héros. La peinture de David s'appuie sur une connaissance achevée des statues antiques et des objets, des architectures qui ont constitué le décor romain. Elle se fonde aussi sur une étude de l'anatomie qui passe par le dessin d'après le modèle vivant. Un homme, une femme, qui posent dans une attitude convenue et dont le corps est embelli par l'artiste au nom du beau idéal. David, selon une tradition qui remonte à la Renaissance, étudie les figures nues, mais dans ses toiles achevées, il figure également des corps nus, du moins des anatomies d'hommes. Ces nudités masculines sont censées rappeler au spectateur l'âge d'une morale héroïque, celle de la Grèce antique, au régime démocratique, celle de la Rome des premiers temps, dont on vante les mœurs austères. Après la chute de l'Empire et alors que David vit en exil à Bruxelles, chez son rival méconnu Pierre-Paul Prudhon, ou dans l'œuvre de Girodet, l'usage du nu est différent. Dans Le Sommeil d'Endymion, de ce dernier artiste, le corps du plus beau des mortels, un berger de la mythologie, est caressé par le rayon blanc de la lune. La déesse Diane est amoureuse de lui. Le héros cher à David devient, dès cette époque, sous le pinceau de son élève alors à Rome, une figure de la beauté équivoque et éminemment sensuelle. Comme ce tableau ne relève pas du tout à des codes néoclassiques et qu'il ne fait que préfigurer ceux du romantisme, on qualifie ce style d'alexandrin ou anacréontique, du nom du poète grec antique Anacréon, qui composa des pièces consacrées à l'amour. Le matiérisme. Historiquement, le matiérisme est une tendance des années 1950 qui utilise des matériaux extrêmement divers et non plus seulement des pigments, tout en respectant le cadre du tableau au sens traditionnel du terme. L'œuvre créée, qui peut être de taille modeste, tableau de chevalet, ou beaucoup plus considérable, se rapproche alors du relief. Des sculpteurs, tels l'américaine Louise Nevelson, appartiennent d'ailleurs à cette tendance. En dépassant les considérations chronologiques, on peut considérer que, bien après la décennie 1950, un peintre comme l'allemand Anselm Kiefer, qui réalise ses tableaux avec de la terre, de la paille, etc., ressortit, entre autres contemporains, du matiérisme. Le prestige des objets. Les objets occupent dans les arts asiatiques une place considérable. À l'inverse de ce qui se produit en Occident, leur statut n'est pas regardé comme mineur par rapport à l'architecture, la sculpture ou la peinture. Bronze chinois. La civilisation chinoise a utilisé le bronze plus longuement qu'aucune autre. Dès le troisième millénaire, des armes et des outils sont fondus dans ce métal. Après environ 2100,
l'usage de vases rituels commence. Il s'agit d'objets funéraires dont la fonction et la forme se codifient vers le milieu du 2e millénaire. Il y a ainsi des vases pour les ablutions, d'autres pour les boissons, d'autres encore pour les offrandes de nourriture, etc. Le vase peut avoir 3 pieds, il peut être zoomorphe, il comporte des motifs comme le taoti, monstre glouton, des dragons, ou le leiwen, spirale quadrangulaire. Outre les vases, les sculpteurs chinois ont fondu des sculptures remarquables, comme le cheval dit au galop volant, découvert dans la tombe d'un général à l'époque des Han. Ivoire. L'ivoire, un matériau importé d'Asie du Sud-Est, d'Inde ou même d'Afrique, est travaillé en particulier sous la dynastie des Yuan, du XIIIe au XIVe siècle. Les œuvres les plus curieuses sont les ivoires appelés femmes médecins. Ils représentent des femmes nues, et s'il ne s'agit pas simplement d'œuvres érotiques, servaient peut-être aux dames de l'aristocratie à indiquer la partie du corps dont elles souffraient. L'ivoire marin, de Morse, est aussi travaillé au Japon, avec, à partir du XVIIe siècle, les netsuke, servant à fermer des vêtements ou à retenir les objets qui y étaient suspendus. Ces pièces de petite taille étaient sculptées en forme d'animaux, de fruits ou de personnages traités avec humour. Des pièces plus grandes, décoratives, sont nommées okimono. Modernité des premiers arts antiques. Au début du XXe siècle, après que des artistes ont cherché à renouveler l'art occidental en regardant vers le Japon ou vers Tahiti, et alors que les peintres cubistes découvrent les œuvres africaines, des sculpteurs se tournent vers le très ancien art antique, qui commence seulement à être découvert alors que les statues grecques classiques ont perdu toute force de nouveauté. Les statuettes des Cyclades, dont la stylisation frise l'abstraction, confortent dans leur effort pour simplifier les formes Amedeo Modigliani ou Constantin Brancusi. Bien plus tard dans le siècle, Alberto Giacometti traite le corps humain d'une manière comparable à celle des sculptures de bronze étrusques. Il n'est pas indispensable en ce cas de supposer une influence, mais il faut souligner une rencontre, la recherche commune, à 2 millénaires de distance, d'une forme quintessentielle du corps humain. Remarquons que cette recherche marque d'autres œuvres de l'Antiquité lointaine. L'art cananéen, c'est-à-dire celui de la Phénicie très ancienne, en particulier de Byblos, a produit de la même manière des figurines filiformes. La protohistoire en Europe, les Celtes. On appelle protohistoire l'époque de transition entre la préhistoire et l'histoire, un temps où voisinent des peuples qui connaissent l'écriture et d'autres qui, comme les Celtes dans le dernier demi-millénaire avant notre ère, l'ignorent ou l'utilisent encore fort peu. Conquérants et sédentarisés. Les Celtes sont des Indo-Européens, des populations originaires d'Eurasie et parlant à l'origine une langue commune, arrivés en Europe au 2e millénaire avant notre ère et qui colonisent une large part du continent, se mêlant aux autochtones et se diversifiant à mesure de leur expansion. La civilisation celte, qui perdure, christianisée, en certains lieux jusqu'au Moyen Âge, ainsi qu'en Irlande, est faite de sédentaires habitants dans des oppidas, autrement dit des villages fortifiés juchés sur des collines ou, comme en Suisse, dans des structures palaffites. Chronologiquement, cette période correspond au néolithique, spécifiquement l'âge final du bronze et le commencement de l'âge du fer. Métallurgie et importation méditerranéenne. Alors que les manifestations les plus spectaculaires du dernier âge de la préhistoire sont des pierres dressées, l'art celtique est un art du métal. Les objets sont quelquefois de dimensions considérables, comme le chaudron trouvé dans un marais du Danemark en 1891, ou plus souvent de petites dimensions, comme des accessoires de combat ou des bijoux. Le décor comporte des éléments empruntés au monde animal et végétal, traités de façon stylisée, et des motifs géométriques, volutes. À Vix, en Bourgogne, sur la route par laquelle on acheminait l'étain de Grande-Bretagne vers l'Italie aux environs de 500 avant notre ère,
la chambre funéraire d'une princesse a été découverte en 1953. Son riche et raffiné trésor comprenait en particulier le plus grand vase de bronze connu d'origine grecque. C'est un témoignage précieux des échanges entre les deux mondes. Le jugement dernier de Michel-Ange. Un quart de siècle a passé quand Michel-Ange recommence à peindre dans la Sixtine. Raphaël est mort, la réforme déchire la chrétienté, le pouvoir et le prestige des papes ont été battus en brèche en 1527 lors du sac de Rome, l'invasion de la ville par les lansquenets allemands au service de Charles Quint. Et Michel-Ange lui-même est au seuil de la vieillesse. Les partis adoptés sont différents de ce qu'ils étaient sur la route. L'artiste ne compartimente plus l'espace. Il peint des corps athlétiques mûrs et non plus des éphèbes. La composition reflète une angoisse morale. Le jugement dernier emporte dans son tourbillon l'ensemble de l'humanité, au lieu que soient distribués clairement les pécheurs et les justes. La réputation de terribilata faite à l'art de Michel-Ange est due en large partie à cette œuvre, dont les nudités ont par ailleurs choqué au point qu'on commandita un peintre pour les recouvrir en partie. Le lieu de culte, la mosquée. Lieu de culte de l'islam, la mosquée se compose d'une salle de prière, précédée le plus souvent d'une cour quadrangulaire, surmontée généralement d'un ou plusieurs minarets. La cour, qui peut manquer dans quelques cas, contient le ou les bassins aux ablutions, parfois protégés par un kiosque. De dimensions variables, elle peut être très grande, notamment dans le monde indien. Dans le plan arabe, dit aussi bédouin, comme dans la mosquée de Médine construite entre 706 et 715 sur le modèle de la demeure du prophète, elle est encadrée sur 3 côtés de portiques. Le 4e côté, orienté vers la Mecque, donne sur la salle de prière. En Iran, à partir du XIIe siècle, les 4 côtés de la cour sont creusés en leur milieu par un iwan, vaste porche voûtée dont les origines remontent au temps pré-islamique, l'époque sassanide et auparavant. Ces iwans se font face 2 à 2, soulignant les axes de la composition architecturale, aussi bien sur le plan qu'en élévation. Le plus large, le plus profond et le plus orné est celui qui permet de passer de la cour à la salle de prière. Celui qui lui fait face, le 2e plus important, conduit vers la sortie. Enfin, les iwans latéraux sont les plus petits. Hors du monde iranien, comme à Kairouan en Tunisie, l'entrée principale peut être dominée par le minaret. La salle de prière est idéalement assez vaste pour réunir la communauté des croyants lors de la prière collective du vendredi. La mosquée est dite alors Masjid al-Jamil, mosquée du vendredi ou grande mosquée. Le mur du fond, orienté en direction de la Mecque, est creusé en son centre d'une niche, vers laquelle les fidèles se tournent pour prier et à côté de laquelle le minbar, la chaire de prédication, est disposé. Le plan et la structure de cette salle varient. En Inde, à partir du XVIe siècle, plan moghol, elle est rectangulaire et étroite, couronnée par des coupoles en forme de bulbe. Dans le mode ottoman, Turquie, inspiré par l'architecture de Sainte-Sophie, c'est souvent un espace carré ou polygonal, sous coupole et semi-coupole. Ailleurs, dans l'ancienne Espagne musulmane, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, c'est une salle hypostyle, c'est-à-dire au plafond soutenu par des colonnes. Celle de Cordoue, quoique modifiée par l'édification d'une cathédrale chrétienne en son centre au milieu du XVIe siècle, est célèbre par sa forêt de piliers. Dans ce cas, la salle est divisée en nefs, ou allées formées par des colonnes. Le plus souvent, les nefs ont une direction perpendiculaire au mur de la Qibla. Cette solution est un héritage indirect de Rome. Le plan est inspiré par le tracé des basiliques, les lieux de réunion civile qui, des siècles auparavant, avaient influencé les premières églises chrétiennes. Dans les mosquées bédouines, les nefs sont de dimensions égales. Dans le plan méditerranéen, comme à Kairouan, il arrive que la travée, l'espace entre les colonnes, qui longe le mur de la Qibla
et la nef centrale qui mène au mihrab, soit plus large. On parle alors de plan hanté. À Damas, enfin, l'influence antique est évidente. La mosquée s'adapte au périmètre d'un ancien temple romain dédié à Jupiter, d'où sa forme inédite, avec 3 nefs parallèles à la Qibla, coupées perpendiculairement par une autre qui mène au mihrab et qui, plus large, est couverte d'une coupole. Les temples indiens et leurs décors. Redécouverts dans la jungle au XIXe siècle, les temples indiens sont creusés dans le roc ou construits selon une forme qui a fait école dans toute l'Asie, et ils sont extrêmement ornés. Architecture rupestre ou bâtie. Les temples les plus anciens sont des sanctuaires et des monastères creusés dans le roc. Les plus célèbres au premier millénaire sont ceux d'Ajanta sous la dynastie Gupta et, entre 600 et 1000, ceux d'Ellora, tous deux dans l'ouest de l'Inde. Les temples en pierre et en briques s'imposent parallèlement à ces architectures excavées à partir du IVe siècle. Ils sont quadrangulaires, caractérisés par des tours effilées au sommet, les sikharas. La structure du stupa naît aussi dans les temples indiens. Perçus comme des microcosmes de l'univers, les sanctuaires évoluent jusqu'à former de véritables cités. À Srirangam, dans le sud-est de l'Inde, se succèdent par exemple 7 enceintes, ouvertes chacune par des structures pyramidales appelées gopuras. La forte présence de la sculpture. Dans les anciennes grottes bouddhistes, derrière des façades souvent austères, se déploie un décor sculpté et peint d'une invraisemblable profusion. Cette ornementation persiste dans les temples construits, où elle est disposée sur les murs extérieurs. Il s'agit de frises et de médaillons dans les parties basses, de scènes des épopées de l'hindouisme, le Mahabharata et le Ramayana, ou encore du panthéon divin indien, disposé dans ce cas sur les parties hautes. À Khajuraho, dans le centre de l'Inde, capitale des Rajas Chandela aux alentours de l'an 1000, une partie de cette statuaire est érotique. Les hauts reliefs, quelquefois très explicites, sont l'expression de l'hindouisme d'inspiration tantrique, qui voit dans la sexualité une forme de réalisation spirituelle. La quête du sens. Les questions que l'homme moderne pose aux peintures de la préhistoire sont souvent celles qui l'obsèdent. Ses premières œuvres ont-elles un sens magique ou religieux? L'art a-t-il commencé par la figure ou les signes abstraits y ont-ils tenu une place majeure? Des questions forcément sans réponse. Or, si des préhistoriens comme André Leroy-Gourhan ont tenté d'esquisser une évolution globale des décors, ces efforts à demi convaincants ne répondent jamais de façon certaine à ces questions, peut-être parce qu'elles n'avaient pas de sens en ces temps extrêmement anciens. Nous ignorons tout de la structure mentale des premiers Homo sapiens, tout de leur conception religieuse, et nous ne savons même pas s'ils avaient ou non de telles conceptions. Il n'est pas non plus certain que l'opposition que nous percevons entre figuration et ce que nous appelons symbolisme ou abstraction ait été identiquement sensible pour ces hommes. Signes figuratifs et abstraits. Dans la grotte Cosquer, par exemple, tracés digitaux et mains négatives appartiennent à la phase la plus ancienne de l'ornementation, alors qu'une campagne décorative ultérieure associe figures animales naturalistes et ce qui nous apparaît comme des signes sexuels. Peut-on conclure que ceux qui ont exécuté ces décors, et qui appartenaient à des générations distantes, ont évolué d'une prise de possession de la caverne à des formes représentatives? Ce serait, sur un unique exemple, aller vite en besogne. Il est aussi arbitraire d'affirmer que le premier art a cheminé de la figuration à l'abstraction que de prétendre qu'il a commencé par l'abstraction pour s'essayer à la figure. Ce que nous enseignent les grottes les plus anciennes, comme Chauvet, c'est que les deux systèmes figuratifs et abstraits ont dû coexister dès le début de l'art, ou ce qui, pour ce que nous savons, semble être le début de l'art. Recouvrement. La compréhension des représentations figuratives des grottes n'est pas non plus exempte de difficultés. Pour le regard moderne, la lisibilité des parois est rendue malaisée par la façon dont souvent les tracés se recouvrent. Quel est le sens de ces superpositions?
Dans certains cas, elles semblent le résultat d'interventions extrêmement distantes dans le temps. Les hommes préhistoriques ne se préoccupaient donc pas de faire disparaître les décors dont ils héritaient, mais soit ils apposaient de nouvelles formes à côté des anciennes, soit ils travaillaient par-dessus, et sans rien supprimer de ce qui existait. Aussi s'aperçoit-on souvent qu'une silhouette animale recoupe les corps d'une ou de plusieurs autres bêtes. S'agit-il d'une manière de perspective, une façon de suggérer un troupeau ? Ou bien l'application d'un dessin sur un autre a-t-elle un autre sens ? Nous ne pouvons que présumer des raisons qui conduisaient à ces enchevêtrements. And that is all for tonight. I hope you enjoyed this reading, and I will see you next time.